Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Hillard pour son dernier ouvrage, Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe, des Romanov à Vladimir Poutine, publié aux éditions Culture et Racines. Alors, cher Pierre Hillard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, pour commencer le sujet, on va introduire peut-être sur un point qui me semble essentiel, c'est justement que si l'on est athée, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe, parce que selon vous, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre des esprits. Est-ce que vous peut-être développez un peu plus cette idée pour qu'on introduise justement votre ouvrage? Alors oui, j'ai eu l'occasion de dire parfois que le fond de l'histoire est religieux. Non pas pour faire la promo d'une religion dans le sens il faut être à tout prix musulman, bouddhiste ou chrétien, enfin, etc. C'est de comprendre les différents courants spirituels qui se heurtent et qui ont des impacts, des répercussions matérielles dans la politique d'un État, dans sa géopolitique, dans l'élaboration du droit, dans les principes moraux et puis l'organisation de la société. Et donc, pour comprendre, ne serait-ce qu'un pays comme la France, il faut toujours s'intéresser aux référents philosophiques, spirituels, et qui se rattachent à un tel courant. Donc, effectivement, il faut toujours voir l'aspect spirituel, même chez des gens athées. Le communisme, qui était officiellement athée, en fait, s'appuyait sur des références spirituelles, mais effectivement, des références spirituelles nauséabondes. Donc, il faut comprendre. Et en fait, pour s'intéresser à un sujet, la personne, peu importe ses convictions religieuses, doit, quand la personne n'a même pas de conviction et est simplement athée, elle doit toujours se dire, oui, je pense comme ça, mais la partie d'en face, elle pense différemment. Donc, je dois rentrer dans le monde, dans les structures mentales de la personne pour la comprendre. Et quand il s'agit d'un pays, eh bien, je dois comprendre les textes fondateurs à l'origine du pays. Par exemple, les États-Unis, il faut s'intéresser aux textes fondateurs et aux pères fondateurs, George Washington et tous les autres, d'où ils venaient, leur origine sociale, leur marque religieuse, pourquoi ils ont élaboré tel ou tel programme, pourquoi ils ont dit que le peuple était souverain, pourquoi ils ont dit, écrit telle ou telle chose. Il faut toujours s'appuyer sur des références religieuses et philosophiques pour comprendre ensuite l'impact matériel. Voilà. Alors, dès le début du livre, on comprend évidemment dans le premier chapitre, entre orthodoxie et impression initiatique, l'immense influence de la franc-maçonnerie. Et j'aimerais vous citer à la page 31. Je vais faire comme vous, je prends mon livre. Cette idéologie maçonnique, véritable outil du mondialisme, dont les préceptes sont en harmonie religieuse et philosophique avec ceux de la synagogue aveugle, expression propre à l'Église catholique, car rejetant le principe de l'incarnation et du péché originel, va essaimer sur tout le continent, en particulier dans le monde germanique. Certains auteurs ont accrédité l'idée que le tsar Pierre Ier aurait favorisé l'enracinement de la maçonnerie en Russie suite à son long voyage en Europe, appelé la Grande Ambassade de mars 1697 à septembre 1698. Et vous ajoutez, il n'existe pas de preuves formelles à ce sujet, d'autant plus que la création officielle de la maçonnerie date de 1717. Alors, pourriez-vous peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent en quoi la franc-maçonnerie a eu un rôle essentiel, visiblement, dans cette permanence géopolitique? Et peut-être un autre point pour commencer, et ça c'est peut-être pas pour provoquer, mais n'est-on pas peut-être franc-maçon par opportunisme, sans de réelle conviction, puisque visiblement c'était quelque chose de très tendance, si j'ose dire? Alors, effectivement, vous avez eu des personnes qui ont adhéré à la franc-maçonnerie, que ce soit il y a 3 siècles, 200 ans ou aujourd'hui, uniquement soit pour des raisons purement de mode, ou bien des intérêts financiers, professionnels. Et puis vous avez une minorité qui, elle, a toujours été acquise à des principes, entre guillemets, plus élevés.
comprenant véritablement les raisons profondes. Donc, en fait, vous savez, ce sont toujours les minorités qui font l'histoire. Et concernant la franc-maçonnerie qui a été officiellement créée en 1717 et comprend en Angleterre, à Londres, et ensuite comprendre son impact en Russie, je suis obligé de rappeler quelques éléments précédents 1717. Évidemment, la franc-maçonnerie n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain. Très rapidement, en fait, le basculement s'est fait, les prémices, tout cela s'est fait durant le XVIe siècle avec la Renaissance et la Réforme. Donc il y a Luther, Calvin pour l'Europe continentale, et puis vous avez Henri VIII, donc dans les années 1530, qui, pour des raisons matrimoniales, va refuser l'autorité du pape, l'autorité de Rome, parce que le pape de l'époque refuse comment dire, permettre le divorce légal, si je puis dire, d'Henri VIII avec sa femme. Et donc, Henri VIII casse les liens avec la Rome papale pour créer la religion anglicane et le monarque devient le patron suprême de cette religion. Et donc, cette protestantisation de l'Église d'Angleterre va conduire à l'émergence de groupes, j'allais dire, radicaux contre les papistes. Alors déjà, contre les Anglais catholiques restés fidèles, et la répression de la part du pouvoir anglican et royal à l'égard des catholiques anglais a été féroce. Vraiment, être catholique en Angleterre, on jouait avec sa vie. Et d'ailleurs, un des tout premiers à l'avoir payé de sa vie, c'est un homme hors norme, parce qu'il y a eu l'avant et l'après. C'est l'auteur du fameux livre Utopia. Et je dis Utopia, je cherche désespérément son prénom. Thomas More. Thomas More, voilà, merci, je me suis trop de mémoire. Et Thomas More, qui au début a prôné une forme de mondialisme avec son fameux livre Utopia, qui d'ailleurs, pour information, a été promu par Vatican II sous forme d'un timbre avec Thomas More et le livre Utopia. J'ai mis le timbre qui est en couleur dans mon précédent livre, des origines du mondialisme. Bon. Et puis Thomas More, face à la politique de son maître, Henri VIII a changé radicalement et il est devenu martyr. Il a été par la suite, bien après, canonisé. Bon. Et vous avez eu d'autres auteurs, Francis Bacon, Nouvelle-Atlantide, dans le monde anglais aussi, a prôné l'émergence d'un modèle coupé de la Rome papale et mettant à l'honneur des principes, j'allais dire, bien terrestres, de biens matériels, de réussite matérielle, l'amour de l'argent, des biens de ce monde. Et vous avez eu donc des personnes qui ont occupé des postes élevés au sein des autorités politiques, secondant Henri VIII, puis ensuite sa fille Élisabeth Ier, puis tous les monarques qui ont suivi après. Et l'émergence de ces groupes de pression, on en a l'existence, la preuve, par une lettre qui a été conservée, d'un auteur, enfin d'un agent du système qui s'appelait Robert Boyle, une lettre qui date de 1646, où il évoque l'existence d'un groupe de pression, sorte de gouvernement secret qui conseille le monarque. Et dans cette lettre de 1646, ce groupe de pression est appelé le Collège invisible. Et donc c'est un esprit anti-catholique, c'est un esprit matérialiste, et ce groupe va seconder, entre autres, Cromwell. Cromwell, qui donc est ce dictateur anglais qui va condamner à mort le roi d'Angleterre Charles Ier en 1649. Et l'émergence de ce groupe se fait jour véritablement en 1660 avec la création de la Royal Society. Et vous avez son premier patron, d'ailleurs, c'était un Anglais d'origine allemande qui s'appelait Henry Oldenburg. Et vous avez d'autres personnages qui gravitent et qui sont véritablement une sorte de think tank, comme on dirait aujourd'hui, littéralement réservoir à penser, mais groupe d'influence autour des élites politiques. Et puis vous avez dans l'Angleterre de cette deuxième moitié du XVIIe siècle la fameuse révolution de 1688 qui va instaurer d'une manière définitive une dynastie protestante, la dynastie des Oranges, aux dépens de Jacques II qui se réfugie en France à la cour de Louis XIV.
Et donc, cette Royal Society, qui aura entre autres pour patron un certain Isaac Newton, cette Royal Society est un peu l'antichambre à l'origine de la création de la franc-maçonnerie. Et donc, il voit le jour en 1717. Donc, vous voyez, ça a été par étapes. Et c'est intéressant de voir que l'Angleterre a joué un rôle essentiel d'ailleurs, dans l'implantation de la maçonnerie en Russie dès les années 1730. Et déjà, le terrain avait été préparé à une époque où la franc-maçonnerie officiellement n'existait pas, mais était en préparation dans le cadre de la Royal Society, fin XVIIe siècle, avec la fameuse grande tournée du tsar Pierre Ier, 1697-1698, où il voyage en Prusse, aux Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies, et il va en Angleterre, il visite l'université d'Oxford, il va aussi rencontrer Isaac Newton, et Pierre le Grand est accompagné de diplomates, de militaires, de conseillers, et fatalement, il est en contact avec ces représentants de la Royal Society, et des liens se nouent, et des liens épistolaires, et puis aussi des Anglais qui vont accompagner le tsar et son groupe lors de leur retour en Russie. Et tous ces échanges, ces contacts vont, à la fin, donc étalés sur des années, permettre la création d'une première loge maçonnique dans les années 1730, qui s'appelait John Phillips, en Russie, mais véritablement, vous avez la création de la maçonnerie en Russie, et qui est véritablement enracinée dans les années 1740 avec un certain John Keith, qui était un des bras droits de la tsarine de l'époque, Élisabeth Ier. Et pour vous montrer, c'est vraiment ces liens étroits entre la maçonnerie russe et la maçonnerie anglaise, c'est ça qui m'a sidéré dans mes recherches, parce que je l'ignorais. Le véritable fondateur, celui qui va vraiment enraciner la maçonnerie en Russie, donc ce John Keith, eh bien, il avait son cousin, James, qui, la même année, devient le patron de la franc-maçonnerie d'Angleterre. Donc, vous voyez les liens entre cousins, et donc une diffusion de la maçonnerie. Et pour définir cette maçonnerie, il y a 3 points essentiels. C'est le nominalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, elle est évolutive. Le naturalisme, c'est-à-dire un rejet complet de tout ce qui est religion révélée, d'où une opposition complète, radicale au catholicisme qui affirme que le Christ est le Fils de Dieu incarné. Ça, je ne fais que décrire le côté factuel. Après, on y croit, on n'y croit pas, parce que je m'adresse à un public varié. Et puis, la primauté de l'homme. Primauté de l'homme qui déjà trouvait son origine dans la Renaissance, dans le protestantisme, etc., où l'homme s'émancipe et peut officiellement, selon eux, trouver sa propre voie par ses propres forces. Bon. Et cette franc-maçonnerie en Russie va se développer, se fortifier, et elle passe à une étape supérieure dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sous le règne de Catherine la Grande, qui était à l'origine une princesse allemande et qui était mariée au tsar Pierre, je ne sais plus si c'est Pierre II ou Pierre III, peu importe. Et cette Catherine II va faire assassiner son mari grâce à un sort de coup d'État. Il est envoyé en prison et puis il est étranglé. Et vous avez ce fameux trait d'esprit de Madame de Staël qui, pour résumer cette situation, avait dit en parlant de la Russie est un despotisme éclairé par la strangulation. Effectivement, le problème avait été vite réglé comme ça. Catherine II avait imposé ses vues. Et la franc-maçonnerie va, en Russie, s'épanouir véritablement, enfin vraiment, j'allais dire se fortifier, grâce en particulier au bras droit de Catherine II qui s'appelait Élagin. Alors on dit Élagin, Élagine, je n'ai jamais su comment prononcer son nom, et qui va encore plus muscler cette maçonnerie, et vous avez toute l'élite, ou quasiment toute l'élite politique, diplomatique, militaire, voire même religieuse russe, membres de la franc-maçonnerie, les plus grands noms, les Novikov, les Troubetskoy, enfin les plus grands noms de l'aristocratie russe, et pour moi c'était une sacrée découverte. Dans les années qui précèdent la Révolution française, vous avez eu cette fameuse réunion maçonnique qu'on appelle un convent maçonnique en 1782 à Wellensbad. Et il y avait donc des maçons de haut vol, français, autrichiens, allemands, hongrois, etc. Et bien pour moi, c'était une découverte. Et vous avez toute la crème maçonnique russe qui participe
à ce convent maçonnique et j'ai mis les noms. Les noms parce que j'ai trouvé le document et surtout, j'ai pu donner le CV de ces maçons russes parce que j'ai eu la chance de mettre la main sur la thèse d'une universitaire russe avec un nom bien russe. Elle s'appelait Tatiana Bakounine, qui a fait un travail dingue de recensement des francs-maçons russes. C'est sa thèse qui a été publiée aux études slaves de Paris, l'Université de Paris. Et donc, les francs-maçons russes au 18e et début 19e siècle. Et elle dit dans sa thèse qu'il y avait à peu près 4 à 5 000 francs-maçons russes, en gros. Mais elle n'a pu dresser le portrait que pour 3267. J'ai aimé, ça m'a fait sourire. Mais la qualité de son travail, elle n'avait plus que, si je puis dire, 3267, vraiment trouver des explications. Et on voit une puissance absolument extraordinaire de la maçonnerie russe qui donc envoie ses meilleurs francs-maçons à ce convent maçonnique de Velensbad. Et il y a une information que j'ai obtenue depuis peu de temps et qui n'est pas dans le livre, mais une information qui complète, c'est que, alors le début, ça c'est dans le livre, ce fameux convent maçonnique de 1782 est une émanation de ce qu'on appelait les frères asiatiques, c'est-à-dire qu'il est une organisation maçonnique de très haut vol, un mélange de christianisme déglingué et d'idéologie maçonnique et de cabale. À l'origine, ça avait été créé par le petit cousin d'un messianiste qui s'appelait Jacob Frank, et ce petit cousin s'appelait Mosè de Brusca. Il portera plusieurs noms. Il portera un nom quand il viendra en France, il s'appellera Junius Frey. Et d'ailleurs, il sera décapité en 1794, en même temps que Danton. Bon. Et ce Junius Frey, qui donc à l'origine s'appelait Mosè de Brusca, était à la tête de ses frères asiatiques, et son successeur dans les années 1780, c'est un prince allemand, une des plus grandes fortunes de l'aristocratie germanique. Alors, je rappelle qu'au XVIIIe siècle, c'est le Saint-Empire romain germanique, il n'y a pas d'État allemand. Et celui qui prend sa place, qui lui succède, c'est un prince, Charles de Hesse-Cassel. Et lors de ce fameux convent maçonnique de 1782, avec entre autres donc, la présence de cette maçonnerie russe, de ses représentants, vous avez le discours d'ouverture de ce convent maçonnique qui est fait par le duc Ferdinand de Brunswick, membre des Frères asiatiques. Le discours de clôture est fait par Charles de Hesse-Cassel, membre des Frères asiatiques, puisqu'en plus il m'avait pris la tête. Et l'information supplémentaire que je peux vous donner, information que j'ai obtenue il y a peu de temps, c'est que j'ai mis la main sur les mémoires de Charles de Hesse-Cassel. Et Charles de Hesse-Cassel évoque dans ses mémoires donc le fameux convent maçonnique de 1782. Et qu'est-ce qu'il ajoute? 2 choses. La première chose, il raconte la bagarre des maçons, dont lui en particulier, avec les Illuminés de Bavière. Parce que les Illuminés de Bavière, c'était une autre branche maçonnique, mais encore plus radicale. Et il explique que son objectif à lui et à ses collaborateurs, c'était d'empêcher que les Illuminés de Bavière intègrent la franc-maçonnerie germanique, premièrement. Et deuxièmement, il dit qu'en 1782, lors de ce convent maçonnique à Velensbad, il apprend qu'une révolution est préméditée en France. 1782. C'est le verbe qu'il utilise, prémédité, en préparation. Et là, voyez-vous, souvent on utilise ce mot complot, et très souvent on l'utilise à tort et à travers. Le complot existe, simplement il ne faut pas l'utiliser à tout bout de champ. Mais dans ce cas-là, avec les mémoires de Charles de Hesse-Cassel, qui vous dit en 1782, lors de ce fameux convent maçonnique, c'est là où j'apprends qu'une révolution est préméditée en France, là on peut se dire qu'il y avait effectivement un complot qui se préparait. Je fais une pause, peut-être vous avez des remarques ou des questions à me poser. Oui, bon, tout d'abord, vous avez évoqué juste avant le personnage de Jacob Frank. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer qui il est et peut-être quelle importance il a eu?
Et autre chose, là, vous semblez expliquer qu'il y a vraiment une continuité vraiment très progressive de l'implantation de la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie, elle a été interdite pendant un certain temps, n'est-ce pas? Oui, alors, en ce qui concerne d'abord Jacob Frank, alors pour se situer dans le temps, 1726-1791, il fait partie de ce qu'on appelle un courant messianiste, c'est-à-dire un courant messianiste juif qui s'opposait au Talmud. Le Talmud, qui est le code civil, politique et religieux du monde juif depuis 2000 ans. Et avant Jacob Frank, vous avez eu une autre personne, un autre messianiste, là au XVIIe siècle, qui s'appelait Sabbatai Tzvi. Et ces courants messianistes représentaient une faction, pas un bloc, une partie du monde rabbinique. Je dis toujours que ce milieu-là ne doit jamais être vu comme un bloc monolithique, mais subdivisé en des groupes qui diffèrent entre ceux qui sont très respectueux du Talmud et de la Kabbale, ceux qui ne le sont pas, puis tous les intermédiaires. Voilà, il y a toutes les nuances. Et dans le cas de Jacob Frank au XVIIIe siècle, il fait partie d'un héritage messianique qui remontait très loin d'ailleurs, qui s'oppose à la vision traditionnelle talmudique, rabbinique, et il prône en particulier ce qu'on appelle, enfin ce qu'il lui-même disait, la rédemption pour le péché ou le saint péché, c'est-à-dire plus on fait un mal, plus on aboutit à un bien. C'est un concept assez curieux et absolument odieux parce qu'effectivement, avec cette mentalité, on peut tout faire et tout se permettre. Et d'ailleurs, vous avez l'universitaire israélien Gershom Scholem qui expliquait que effectivement, avec cette mentalité, pour obtenir ce bien entre guillemets, eh bien, on peut passer par des guerres, des crises économiques, des famines, des génocides, du renversement d'un ordre de morale. Enfin bref, plus c'est tordu, mieux c'est. Plus c'est destructeur, mieux c'est. Avec ça, on fait beaucoup de choses et enfin, on aboutit à des choses dévastatrices. Et donc, ce Jacob Frank va marquer, parce qu'au XVIIIe siècle, il continue cet idéal, selon lui, et il va entraîner dans plusieurs milliers de juifs révoltés face au monde talmudique, rabbinique, officiel, j'entends, et plusieurs milliers de familles de cette branche-là se convertissent faussement au catholicisme. Et vous avez d'ailleurs le roi de Pologne, c'est Auguste III, je crois, je ne suis plus sûr de la numérotation, mais c'est Auguste, qui va être le parrain de baptême de Jacob Frank, qui se convertit faussement, lui et ses disciples, au catholicisme. Et en fait, on connaît véritablement la vie de Jacob Frank et de ses disciples grâce à deux choses. Premièrement, j'ai eu la chance, dans mon livre Archives du mondialisme, de présenter une étude universitaire qui a été publiée en 1982 à Cincinnati par un groupe d'universitaires américains sous la direction de Benzion Warholder. Pourquoi je cite ce personnage et son équipe? Parce que l'équipe de Benzion Warholder, de ce groupe d'universitaires de Cincinnati, ils ont retrouvé les originaux écrits de la main de Jacob Frank de la doctrine franquiste. Les documents écrits en 1767 et 1768. Et pour info, c'est dans mon livre Archives du mondialisme et j'ai mis l'intégralité de l'étude universitaire. Alors, page de gauche, j'ai mis la version en anglais et page de droite, la traduction en français. Alors, vous avez les originaux en hébreu. Je vous montre ça. Donc, en hébreu, vous avez les textes en hébreu. Et je reprends le début, c'est l'index 1. Vous avez donc cette étude de Benzion Warholder. Et je cite, donc, c'est sorti en 1982, et je cite la doctrine franquiste résumée par cette équipe d'universitaires américains qui ont publié ça. Alors, évidemment, j'ai mis la source, comme ça permettra aux personnes de retrouver. Donc, je cite Benzion Warholder qui résume la doctrine franquiste à 4 points. Premier point,
Jacob Frank, prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Deuxième point, dit toujours Ben Zevholder, le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Édom, c'est-à-dire Rome. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Alors cette idée de réincarnation, c'est un terme qu'on retrouve dans la Kabbale et qu'on appelle le Gilgoul. Et d'ailleurs que vous retrouvez aussi dans les écrits des révolutionnaires comme Anarkazis Klotz, qui disent se réincarner dans l'herbe, voilà. Et le quatrième point, toujours Jacob, je cite donc Ben Zevholder au sujet de ce messianiste, quatrième point, je cite, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Donc vous avez là le programme résumé en 4 points selon cette équipe d'universitaires américains dirigée par Ben Zevholder, mais le texte en lui-même fait 20-25 pages. À gauche, c'est en anglais, et à droite, la traduction. Et donc, j'ai eu la possibilité de publier les originaux dans mon livre Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu l'occasion, dans mon livre Atlas du mondialisme, de citer les travaux d'un avocat polonais qui s'appelait Alexandre Krauss-Haar et qui a eu il est mort en 1931, il est né vers les années 1860 à peu près. Et pourquoi je le cite en particulier dans la classe du mondialisme, parce qu'en 1895, Alexandre Krauss-Haar, avocat de son État polonais, a pu rentrer en contact avec des familles franquistes, c'est-à-dire les petits-enfants ou arrière-petits-enfants des premiers convertis, faussement convertis au catholicisme, sous la direction de Jacob Frank. Et il a pu avoir accès à des pièces d'archives familiales. Et il a publié en 1895 le fameux livre en question, et j'en parle dans mon livre Atlas du mondialisme. Je vous montre seulement la couverture du livre de 1895, du livre d'Alexandre Krauss-Haar consacré à Jacob Frank, qui est en polonais. Voilà. Voilà, c'est le document, c'est la couverture du livre. Bon. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez la primeur de la formation. Vous avez les éditions Ethos, E-T-H-O-S, qui sortent la traduction en français du livre d'Alexandre Krauss-Haar consacré à Jacob Frank et à ce courant, et livre qui sort fin août aux éditions Ethos, et j'ai eu le privilège de faire la préface de ce livre. Et donc, il y a le plaisir d'avoir, une satisfaction d'avoir en fait la pensée, la connaissance de la pensée franquiste à partir d'un auteur, Alexandre Krauss-Haar, qui en 1895, enfin 1895 c'est l'année de parution, mais tous les travaux qu'il a fait des années avant, on a la publication des écrits et de la pensée franquiste, au même titre que vous avez pour le christianisme la Bible, pour l'islam le Coran, pour, je sais pas moi, le nazisme, vous avez Mein Kampf, pour le communisme, vous avez le Capital. Là, pour le mouvement franquiste, vous avez à la fois donc les écrits des franquistes et la pensée de l'auteur. Et donc, qui sort la fin août 2023. Et j'invite fortement les personnes à s'intéresser au livre pour connaître le courant messianiste Jacob Frank. Et ce livre, pourquoi il a beaucoup d'importance ? Parce que, alors je tiens à préciser que Gershom Scholem, cet universitaire israélien, citait avec chaleur les travaux d'Alexandre Krauss-Haar. Pourquoi je le cite ? Parce que les travaux d'Alexandre Krauss-Haar ont permis de sauver des documents qui ont été détruits et, oui, disparus en 1939 lors des bombardements, lors de l'attaque de l'Allemagne nazie contre la Pologne. Les bibliothèques de Varsovie qui contenaient les originaux des écrits franquistes ont été détruits, brûlés, etc. Et donc, grâce à Krauss-Haar, en 1895, certes, on n'a plus les originaux, mais on a
la restitution de ce qu'il y avait dans ces originaux. Donc on a vraiment un document hors norme pour bien comprendre le messianisme de Jacob Frank et de la continuité jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez eu des gens qui faussement convertis, qui sont devenus donc franquistes et ont joué un rôle dans le domaine politique en France, aux États-Unis, au monde anglais, etc., le monde germanique aussi. Alors oui, pour les personnes qui vont se procurer le livre sur les permanences, les points sur Jacob Frank sont à la page 47-48. Je me permets juste de le dire, comme ça pourra orienter le lecteur. Alors, peut-être le point, comme ça on va fermer ce petit chapitre sur le complot, parce que vous utilisez le terme complot avant, et vous citez aussi justement Anarchasis Klotz dans votre ouvrage, avec sa République universelle, qui lui, en fait, nous explique d'une certaine manière, ou qui lui aussi est en train de prédire ce qui allait se passer, c'est-à-dire un monde unifié, métissé, et puis sans religion. Est-ce que vous pourriez peut-être un tout petit peu expliquer quel est le rôle de cette République universelle, peut-être dans la mystique justement des Russes? Alors, d'abord, un petit rappel sur Anarchasis Klotz, c'est un révolutionnaire qui a été lui aussi décapité par la Révolution en 1794 et qui a écrit 2 ouvrages, 1792 et 1793, qui ont été publiés par la suite, mais dont de nombreux passages ont été supprimés. Et lorsque je me suis rendu compte de la suppression de certains passages, j'ai décidé de publier les originaux dans leur intégralité, sans caviardage. Et le livre a été publié, les 2 livres réunis en un, dans La République universelle du genre humain, aux éditions Omnia Veritas. Et j'ai fait là aussi une longue préface pour expliquer tout l'intérêt du bouquin d'Anarchasis Klotz, qui en fait présente le programme de la Révolution et sa finalité, c'est-à-dire mettre en place une République universelle, qui est l'expression du XVIIIe siècle pour dire gouvernance mondiale. Il dit qu'il faut faire disparaître le mot France, mais France comme les autres pays. Il dit qu'il faut favoriser l'immigration. Alors, pour cela, il dit que je ne vois pas de frontière entre la terre et le firmament. Le mot étranger doit faire rougir. Et il parle de nombreux peuples péruviens, chinois, cafres, etc., qui mélangés constituent cette nouvelle humanité. Et d'ailleurs, dans l'original de 1792 ou 1793, il parle de du monde humain unifié. Il l'écrit donc en français, mais en lettres capitales, la nation unique. C'est-à-dire que l'humanité est une seule et même nation, et les propos sont violemment anticatholiques, puisque il ne faut pas croire en la Sainte Trinité, aux prêtres, il faut détruire la royauté française, et il croit, à la métempsychose, d'ailleurs il le dit, la métempsychose, qui est la version en français du Gilles Goul, et il dit, alors je précise que l'information est officielle, je n'ai fait que reprendre les propos de Klotz et recopier, il parle du rôle des capitalistes hébreux dans les événements de la Révolution, et entre autres dans le domaine militaire, c'est-à-dire l'armurerie, les munitions, etc. Et voilà, donc on a, en fait, il explique que la République française est l'an 1 qui va aboutir à la République universelle et gouvernance mondiale. Donc on a le programme, qui donc est sorti en 1792-1793, qui indique la voie qui va être choisie pour aboutir à cet idéal. Et en 2023, le mot France, comme de nombreux pays européens, ça s'est évanoui au profit d'une entité supranationale, l'Union européenne, elle-même bien fragile. Et j'ai oublié aussi un élément, Anarchalis Klotz fait la promotion de l'aspect technostructure. Alors, il ne dit pas cette expression, il n'utilise pas cette expression dans l'organisation planétaire. Vous savez, dans mon livre Atlas Mondialisme, j'ai présenté la carte voulue par les révolutionnaires français en département, mais en carré. En fait, c'est quoi? C'est le déracinement. C'est le déracinement, c'est-à-dire que peu importe la personne qui se trouve sur ce territoire, il est vu de la même manière, sans tenir compte
de l'origine, si c'est un Breton ou un Alsacien, c'est pas pareil. C'est cette uniformisation, et puis pour des raisons pratiques, les révolutionnaires ont arrondi ces carrés pour en faire des départements. Mais en fait, ce sont des entités administratives artificielles. Et Klotz reprend ce principe, et pour sa gouvernance mondiale, il dit que cette gouvernance mondiale, enfin République universelle, doit être organisée, je le cite, en 1000 cases départementales. C'est-à-dire que ce qui est fait dans le cadre de la France en carré doit se reproduire à la même échelle, mais à l'échelle planétaire. Et donc, on voit tout un programme, et c'est ça que les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas, surtout à l'heure des smartphones, etc. Les gens réagissent à l'aspect immédiat. Un bouton électrique, marche-arrêt, on met en marche son ordinateur, etc. Les gens ne comprennent pas, et quand je dis les gens, des personnes même très diplômées, il y a une sorte de communion de pensée, peu importe le degré d'étude, dans ce sens que beaucoup de personnes ne voient pas que certains problèmes ou des évolutions, il faut remonter, non pas il y a 6 mois, 1 an, mais quelquefois 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans. Il y a un courant long. L'histoire est un courant long, en bien comme en mal. Et donc, pour comprendre la situation actuelle, il faut en particulier comprendre ce qui s'est produit avec l'événement cataclysmique qui a été 1789. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les principes de 89, il y a un avant et un après. Et donc, il faut comprendre ces principes et voir les conséquences. Et Klotz, entre autres, il n'y a pas que lui, mais apporte des informations de première main qui permettent de comprendre l'évolution de la France, de l'Europe et du monde sur le temps long, d'autant plus que Napoléon Ier, le génie militaire de Napoléon Ier, a répandu les principes de la Révolution partout en Europe. Donc, fatalement, ça a accéléré le processus. Peut-être encore revenir sur un dernier point concernant la franc-maçonnerie. Ah oui. C'était ma question de début, justement, sur le... Parce que là, la manière dont vous expliquez ça, il y aurait une continuité. Or, ça n'a pas été le cas, puisque vous expliquez aussi que la franc-maçonnerie a été interdite pendant quelques temps. Des loges ont été fermées. Oui. Donc, il y a d'une certaine manière peut-être en Russie. Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, une opposition. Oui, alors, le monde russe est vraiment un monde à part. D'ailleurs, je l'ai même écrit, dans ce sens que cette franc-maçonnerie qui a vu le jour à partir des années 1730 en Russie avec l'appui anglais, et qui a prospéré, et qui a donc touché l'élite russe, eh bien, Catherine II, je rappelle que Catherine II meurt en 1796, Catherine II, 2 ans avant sa mort, 1794, interdit la franc-maçonnerie. Parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait, c'est un peu un État dans l'État, et que les élites russes, les Novikov et compagnie, Troubetskoï, pouvaient, en raison de leur puissance, de leur influence et des liens avec d'autres maçonneries, déstabiliser la politique de la tsarine. Mais voyez-vous, et c'est là où on voit le côté illogique, certes, en 1794, la franc-maçonnerie est interdite, mais les Russes francs-maçons restent au pouvoir dans le domaine diplomatique, dans le domaine militaire, c'est-à-dire que Catherine II ne les a pas évincés. Donc, en fait, la pensée maçonnique a continué à prospérer en raison de la présence de ces officiers ou diplomates russes francs-maçons qui ont continué, en raison de ce tour d'esprit, à prolonger l'idéal maçonnique. Et le fils donc, de Catherine II, Paul Ier, ne va pas rétablir cette franc-maçonnerie, mais il va entretenir des liens très étroits avec ces francs-maçons russes et avec qui il continue à travailler. Et c'est son fils, Paul Ier, qui va être assassiné. C'est son fils, Alexandre Ier, qui rétablit en 1802-1803, je ne sais plus la date exacte, la franc-maçonnerie. Et cette franc-maçonnerie va être à nouveau supprimée 20 ans plus tard, en 1822, par le même Alexandre Ier, qui meurt en 1825, parce qu'il considérait que c'était comme un État dans l'État qui était capable de déstabiliser la société russe. Et d'ailleurs, lorsqu'il meurt, Alexandre Ier, en 1825, eh bien, il va avoir ce qu'on appelait ce mouvement les décembristes. Alors, donc décembre 1825, décembristes. C'est que là aussi, quand Alexandre Ier interdit la maçonnerie en 1822, comme pour sa grand-mère, Catherine II,
les francs-maçons russes, eux, restent toujours au pouvoir. Donc, en fait, vous avez l'institut qui est interdit, mais leurs membres ont toujours le droit d'exercer leurs activités avec un esprit maçon dans le domaine diplomatique, dans le domaine militaire, enfin dans tous les domaines. Et donc l'idéal maçonnique perdurait. Au sein de ce milieu maçonnique russe, vous avez une branche libérale qui veut faire en gros de la Russie, je fais court, une sorte de monarchie à l'anglaise, et puis vous avez une autre branche beaucoup plus radicale. Et c'est le fameux événement de décembre 1825 qui va donner son nom, on va les appeler les décembristes, c'est qu'une tentative de coup d'État qui va échouer, donc peu de temps après la mort d'Alexandre Ier, et qui va échouer, et qui fait que la franc-maçonnerie ne sera donc, enfin les francs-maçons radicaux qui menaient qui avaient tenté ce coup d'État, et entre autres les plus grands noms de l'aristocratie russe, Troubetskoï par exemple, d'ailleurs qui sera exilé, qui mourra dans les années 1860. Une chose qui est frappante quand ces décembristes seront arrêtés par le pouvoir tsariste, c'est-à-dire par Nicolas Ier, qui était le frère cadet, enfin le Benjamin, ou le cadet, je ne sais plus, d'Alexandre Ier, il va avoir en fait une politique d'exil, mais il y aura quelques-uns qui seront condamnés à mort. On est loin de la répression à la Staline. Hein. Il y a finalement, vu l'ampleur de ce coup d'État, il n'y a pas eu beaucoup de morts, de condamnations à mort. Mais là aussi, c'est frappant. Les francs-maçons qui sont restés au pouvoir, même après cet événement de décembre 1825, ont continué à exercer leurs activités politiques et diplomatiques. En fait, le système tsariste supprimait l'institut, mais gardait les hommes de cet institut. Et donc, cet esprit a perduré. Et vous avez au XIXe siècle cette fameuse Helena Blavatsky, qui va être à l'origine de la création donc, de la Société théosophique, et qui, elle le dit elle-même, va plonger dans tout ce qui est idéal maçonnique, ésotérique, grâce aux ouvrages de son grand-père, qui était dans le salon de la propriété familiale. Et donc, en fait, vous avez un passage de témoin, même si la franc-maçonnerie n'existe plus en Russie. Et en fait, cette maçonnerie russe sera rétablie en 1905 en Russie suite aux événements de la Révolution. Et là, les choses vont prendre une direction particulière. Alors justement, je vais vous citer, c'est parfait que vous parliez de ça, comme ça permet vraiment de faire un fil conducteur. Oui. Alors, page 127. La société théosophique d'Helena Blavatsky se nourrissait véritablement des influences orientales, hindouistes, tibétaines, jainistes, qui est le chemin spirituel avec des concepts de non-violence, en rappelant que l'emblème de cette société était couronné par un svastika, donc ces termes sanscrits signifiant ce qui porte chance, au sommet d'un cercle représentant un serpent se mordant la queue, principe appelé Ouroboros. Ce dernier exprime le symbole de l'éternité en forme de roue désignant le principe cyclique. L'ensemble de l'emblème est enroulé de la phrase fétiche de la société « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». Alors je vais montrer à l'écran de toute façon, mais je montre peut-être là le oui. Symbole justement qui est très intéressant. Exactement. Alors peut-être pour venir à la question d'avant, il y avait aussi un autre point très intéressant à la page 67. C'est, alors là, ça c'est vous qui rappelez dans la note, il faut rappeler que c'est Catherine II qui a fait du bouddhisme en Russie une des religions d'État. Tous les tsars depuis cette époque sont considérés comme une réincarnation de la déesse Tara la Blanche, une des divinités du monde bouddhiste. Pratique supprimée durant l'ère soviétique, Dimitri Medvedev est le premier personnage politique russe à renouer avec ses traditions. In Medvedev le réincarné et le lama miraculé. Alors là, peut-être pourriez-vous justement expliquer quelles sont toutes ces influences mystiques visiblement du tibétaine, hindouiste, bouddhiste, et puis quel est peut-être le lien avec justement cette société théosophique et cette mystique russe? Alors d'abord, il faut rappeler, je vais dire presque une vérité de la palisse, c'est la position géographique de la Russie. La Russie est au port de l'Europe, et à l'origine, la population russe, ce sont des populations slaves, matinées d'influence varègue. Varègue, ce sont les Vikings de l'époque,
Et d'ailleurs, je rappelle que la première dynastie avant celle des Romanov, c'est la dynastie des Riurikides, qui vient de ces Varegs, de ces Vikings slavisés. Bon. Mais une bonne partie de la Russie, géographiquement, s'étale vers l'Asie centrale, vers le monde tibétain, la Mongolie. Donc, fatalement, il y a des contacts et des populations aux religions diverses, musulmanes, bouddhisme, tibétain, etc. Et en raison de l'extension du territoire russe vers l'Est, avec donc politique avait commencé déjà avec le démarrage avec Ivan III au XVe siècle, mais ça c'était suite à quand Ivan III commence à refouler les Mongols. Je rappelle que là aussi, la Russie a connu 3 siècles d'occupation mongole. Ça marque aussi les mentalités et les corps, parce qu'il y a eu des mariages. Bon. Et donc, il y a eu une expansion vers l'est du monde russe, jusqu'au Kamtchatka, jusqu'au détroit de Bering. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'Alaska a été un territoire russe qui a été vendu au XIXe siècle, je ne sais plus par quel tsar, mais imaginez si l'Alaska était resté russe durant la guerre froide, ça changeait radicalement. Les Russes avaient un pied-à-terre en Amérique du Nord, et quand je dis un pied-à-terre, un territoire immense. Donc, en raison de cette expansion vers l'Est, XVIIe, XVIIIe siècle, etc., le monde russe a été en contact avec toutes ces populations non européennes et aux religions diverses, bouddhisme, etc. Et donc, en raison de ce contact, la Russie, les dirigeants russes, ont dû gérer finalement une population, un empire russe multiethnique et multiconfessionnel. Et ça oblige à jongler avec des paramètres, à accorder des facilités religieuses, une liberté religieuse, liberté de croyance, et en échange, demander à ces populations une forme d'allégeance au service de la couronne impériale. Bon. Après, il y a eu des rivalités, des problèmes, etc. Alors, cette influence bouddhiste tibétaine, elle a touché les idées russes et ça a vraiment explosé au XIXe siècle. En particulier, je vais citer, avec Elena Blavatsky. Alors, je cite cette personne, mais il y a bien d'autres. Et Elena Blavatsky, en fait, Blavatsky, c'est son nom d'épouse. Son nom de jeune fille, c'est un nom germanique, von Hahn. Alors, il faut préciser que le monde russe, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'instant, il y a une part européenne. Et vous avez eu une occupation germanique en terre russe, avec les chevaliers teutoniques, les États baltes. La ville de Tallinn, en Estonie, est une création teutonique. Et vous avez vous avez beaucoup d'aristocrates russes qui portent des noms germaniques. Et parmi les aristocrates russes à porter un nom germanique qui a joué un grand rôle, fin 19e, début 20e siècle, auprès de Nicolas II, vous avez ce ministre ce ministre russe qui s'appelait Sergueï Witte, W-I-T-E, E-I-2-T-E. Et Sergueï Witte était tout simplement le cousin d'Elena Blavatsky. Et donc, on a déjà, on voit des relations qui se créent, en sachant, c'est un exemple que je cite, mais on pourrait multiplier ces exemples. Et cette influence bouddhiste va, entre autres, se faire dans ce sens que vous avez un représentant du milieu tibétain qui s'appelait Ban Maef, qui va s'installer et qui va créer la première pharmacie tenue par un Tibétain à Saint-Pétersbourg. Il va faire venir son petit frère. Et le petit frère va se convertir, après se convertir vraiment ou faussement, à l'orthodoxie. Et il aura comme parrain de baptême Alexandre III, le père de Nicolas II. Donc, vous voyez qu'on tape dans les hautes sphères du monde politique et religieux, parce que pour avoir comme parrain le tsar, il fallait quand même avoir de l'entre-gens. Et il faut savoir que ce Ban Maef, qui avait créé une clinique, qui était médecin, recevait des patients illustres, et parmi ces patients illustres, il avait un certain Sergueï Witte. Là aussi, c'est en fait l'élite russe fréquentait tous ces milieux-là. Et là, on touche à Nicolas II et à sa femme. Nicolas II et sa femme étaient des personnes pieuses.
orthodoxe et grande piété. Mais une chose qui est sidérante, c'est que en même temps, tout en étant pieux, ils étaient marqués par des influences diverses, tibétaines, bouddhistes, et ce couple impérial prêtait une oreille attentive à ces influences orientales, à un tel point, et c'est assez étonnant de voir ça, c'est que vous avez montré la société théosophique de Blavatsky avec le swastika. Alors, le swastika, c'est un peu l'équivalent de la croix gammée, mais il y a un cas où ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça c'est le cas du nazisme, et puis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et là c'est le cas de la société théosophique, eh bien, ce swastika était un emblème donc qui n'est pas chrétien, qui n'est pas orthodoxe, et qui vient de ces milieux-là, eh bien, c'est un emblème qui avait été repris par la famille impériale, puisque la voiture de sport de Nicolas II, sur le capot, il y avait le swastika, et les carnets privés, personnels de son épouse, Alexandra Feodorovna, étaient frappés d'un swastika, puisque le dernier carnet en question, qu'on a récupéré la veille, où il y a le dernier message de l'impératrice avant leur mise à mort le lendemain, eh bien ce carnet, qui d'ailleurs, qui dans mon bouquin est en couleur, était frappé d'un swastika. Donc c'est vraiment frappant de voir que cette famille impériale, il y avait un mélange, il y avait un œcuménisme de christianisme orthodoxe, matiné d'influences orientales, bouddhistes, tibétaines. Et évidemment, tout ça, ça se mélange pas très bien dans ce sens que l'orthodoxie reconnaît le Christ comme fils de Dieu incarné, alors que les autres religions, c'est le karma, c'est la non-reconnaissance évidemment de la divinité du Christ, c'est un autre monde complètement différent. Là, vous avez un œcuménisme. Et ça a mal tourné pour le couple Nicolas II et sa femme. Maintenant, on va passer peut-être à l'autre partie du livre qui s'intéresse au concept de troisième Rome. Alors tout d'abord, en quoi ce concept est-il selon vous une erreur ou en quoi est-ce qu'il est faux? Alors, déjà, rappelez l'aspect historique. D'abord, la Russie est née d'un baptême, 988, avec Vladimir Ier. Et la Russie a il y a un côté similaire avec la France. La France aussi est née d'un baptême avec Clovis et l'évêque Saint-Rémy en 496, d'autres disent quelquefois 498, dans ces eaux-là. Donc la France et la Russie sont tous les deux nés d'un baptême. Alors, la naissance, l'émergence progressive de la troisième Rome, on peut souligner les points suivants. Premièrement, vous allez avoir, en 1054, le fameux schisme entre le monde chrétien oriental et Rome, en raison du filioque. Bon, je passe, il y a une scission, et donc vous avez le monde orthodoxe qui se détache du monde romain. La deuxième étape, c'est la chute de Constantinople en 1453 face aux Ottomans. Et la nièce du dernier empereur byzantin, qui je crois s'appelait Sophie, j'ai un petit doute sur le prénom, peu importe, mais la nièce de du dernier empereur byzantin qui meurt donc en 1453, sa nièce va épouser un tsar, Ivan III. On est dans les années 1470, dans ces eaux-là. Et donc, il y a une sorte de passation de pouvoir à la fois biologique, dans ce sens que c'est un membre de la famille impériale byzantine qui se rattache, j'allais dire biologiquement, à la famille impériale russe, les tsars, dans la personne d'Ivan III, puis aussi une passation d'ordre politique, c'est-à-dire après la chute de Constantinople, c'est Moscou. Donc, vous voyez cette évolution. Et donc, ce monde russe va s'affirmer comme la troisième Rome, comme la vérité, bon, selon eux, que c'est vraiment le centre du christianisme vrai et authentique. Bon. Et cela, alors, ça va rentrer en bagarre avec je ne vais pas rentrer dans les détails, avec la maçonnerie, vous avez des rivalités internes, enfin bref. Et ce concept va prendre de l'influence, va monter en puissance quand même au XIXe siècle. Et la chute de la Russie impériale en 1917 est
une césure dans cette histoire, puisque le monde qui succède après 1917, c'est un pouvoir athée. Mais même si la Russie n'est plus officiellement chrétienne, je dis bien officiellement parce que l'âme russe est malgré tout marquée, il n'empêche que la politique du monde bolchevique continue un idéal de primauté du monde russe, une forme de troisième Rome athée. Hein. Le mariage, enfin l'expression un peu ambiguë, mais on retrouve malgré tout une permanence de la politique et de la géopolitique russe, même chez les bolcheviks, entre autres l'extension des territoires russes vers l'ouest. Après tout, Staline, lorsqu'il a mis la main sur l'Europe centrale, il a fait une politique, il a pratiqué une politique que les tsars n'auraient pas reniée. C'est quand même, bon, tout ça dans le cadre évidemment d'un athéisme complet en apparence, puisque certes, par définition, le régime soviétique ne reconnaissait aucune religion, mais on peut, comme je l'ai remarqué, remarquer que le mausolée de Lénine, donc qui accueille le corps, le prêtre du marxisme-léninisme, Lénine, mort le 21 janvier 1924, ce mausolée qui a été mis en place, qui a été construit par l'architecte Choutsev, présente des similitudes curieuses avec des modifications de proportions avec ce qu'on appelle l'hôtel de Zeus à Pergame, qui est un centre antique. Pergame, c'est l'actuelle Turquie. Et l'hôtel de Zeus à Pergame a été découvert fin 19e siècle par des archéologues allemands. Et cet hôtel de Zeus présente, avec des modifications de proportions, des ressemblances curieuses avec ce mausolée de Lénine. Et c'est intéressant de souligner que cet hôtel de Zeus à Pergame, on le retrouve dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 2, versets 12 et 13. Et cet hôtel de Zeus est appelé le trône de Satan. Et donc, quand on voit que c'est là où est enterré Lénine, ma foi, ça va bien ensemble. Alors, je tiens à préciser une chose pour ceux qui voudraient voir l'hôtel de Zeus de Pergame, ils verront une construction en forme de U. Donc des temples, au milieu des sortes de marches. Et en fait, ils doivent regarder, donc quand je dis en forme de U, un peu comme un fauteuil avec des accoudoirs, ils doivent regarder les branches façon U, les deux branches du U, de face, et ils verront que quand Choutsev s'est inspiré d'une face, comme si c'était un accoudoir, il y a le bloc rectangulaire surmonté de strates minces et en forme pyramidale, et le tout surmonté d'un temple avec des piliers. Et Choutsev a repris le même modèle, le truc de base, rectangulaire, les strates minces, il les a épaissis pour en faire des marches, de manière pyramidale, et le temple, il l'a réduit. Donc je vous dis, il reprend le modèle, mais il modifie les proportions. Mais comment dire, pour continuer dans cette idée, il y a un autre point que vous abordez et qui est probablement aussi en lien avec cette troisième Rome, c'est l'idéologie de l'Eurasie. L'eurasisme, je ne sais pas si ça se dit, et évidemment avec son personnage central qui est Alexandre Douguine, et qui d'ailleurs soufflerait à l'oreille de Vladimir Poutine. Pour moi, j'ai lu dans le livre de Jacques Beau, qui est l'ancien militaire et géopolitologue suisse, exactement. Dans son ouvrage, lui dit, en tout cas, que Alexandre Douguine et Vladimir Poutine ne se seraient jamais rencontrés. Alors, je me permets encore de citer Alexandre Douguine, donc tout ça à la page 225, pour peut-être que l'on comprenne peut-être de quoi il s'inspire. Et peut-être vous pourrez évidemment développer à ce sujet. Donc, lors d'une table ronde, un échange particulièrement révélateur s'est fait jour entre Douguine et Wieseltier, ou Wieseltière, je ne sais pas comment le prononcer. Alors, Alexandre Douguine dit « La tradition de la Kabbale est la plus grande réalisation de l'esprit humain. » Et Wieseltière répond « Mon ami, j'ai étudié la Kabbale toute ma vie en langue hébraïque. » Et Douguine qui répond « Autant que moi-même. » Oui, c'est dans le livre Les Permanences où j'ai mis l'extrait. Alors, je vais répondre
d'abord une petite remarque que vous avez faite au sujet de Dugin et de Poutine. Euh, Apparemment, officiellement, ils ne se seraient pas rencontrés. Voilà. On n'est pas non plus sûr. Ensuite, rien n'empêche des contacts téléphoniques ou vidéoconférences comme on le fait actuellement. Mais une chose est sûre, c'est que Dugin, pardon, Alexandre Dugin, il ne s'agit pas de le mettre au premier rang, il ne s'agit pas non plus de le rabaisser. Il joue un rôle certain, il exerce une influence certaine. Et en particulier, et c'est dans mon livre, vous avez vu, vous avez un institut dans lequel il fait partie du conseil d'administration, et parmi les noms, il y a un certain Sergueï Gladiev, qui est un personnage éminemment important pour la mise en place d'une union eurasienne supranationale que Poutine veut mettre en place. Et je veux bien supranationale, c'est le mot utilisé par Poutine. Et puis vous avez aussi dans ce groupe, ce conseil d'administration, outre Alexandre Dugin, vous avez le vice-président de la banque Gazprom. Et là, on touche au pouvoir poutinien parce que vous avez à la fois la banque et Gazprom, c'est-à-dire l'arme énergétique par excellence qui permet à la Russie d'enquiquiner pas mal de monde. C'est le conseil de la société Trasgrad, n'est-ce pas? Qui se Zargrad, compose juste. Oui, excusez-moi. Donc oui, oui. en effet, puis dedans, il y a Dugin. Oui, oui. Alors, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas le mettre au pinacle, mais pas le mettre non plus au rang de basse-fosse. Quand on voit rien que Sergei Gladiev, c'est un personnage. Sergei Gladiev, les internautes doivent savoir qu'il joue un rôle clé pour la mise en place du rouble numérique, que d'ailleurs Poutine a lancé le test pilote, j'entends, parce que c'est le démarrage depuis le 1er août de cette année 2023, test donc d'un rouble numérique qui est programmable. Là aussi, pour les personnes qui veulent aller sur mon compte Twitter, il y a l'information officielle où Poutine dit que effectivement le rouble numérique sera programmable pour le moment à hauteur de 300 000 roubles. Je tiens à préciser qu'il est dit que pour ce rouble numérique promu par Poutine et son adjoint Sergei Gladiev, on est dans la période du basculement. C'est-à-dire que il rend encore le rouble, j'allais dire, normal, en monnaie sonnante et trébuchante, mais peu à peu, étalé sur des années, ce rouble numérique va s'imposer, et puis à un moment donné, la monnaie classique disparaîtra. C'est ça que les personnes qui nous écoutent doivent comprendre. Le basculement est progressif. Et avec un rouble numérique, et pareil pour un euro numérique, un yuan numérique, complet, eh bien, vous avez à la fois disparition de la vie privée parce qu'on saura exactement ce que vous achetez ou à quel moment. Et puis, avec cette programmabilité, on pourra jouer sur vos achats, vous obliger à acheter tel ou tel produit. Et puis, si vous voulez faire des économies, on vous dira non, il faut que vous dépensiez telle somme de telle date à telle date. Donc, en fait, un socialisme d'État, enfin une économie bien dirigée. Et donc, outre ce Sergei Gladiev, vous avez donc le vice-président de la banque Gazprom, avec Dugin, Alexandre Dugin à côté, rien que ça prouve qu'il joue un rôle. Et en annexe, j'ai présenté le programme de l'Union eurasienne d'Alexandre Dugin et j'ai présenté aussi, dans une autre annexe, le programme eurasien de Poutine. Ben, c'est pareil. C'est exactement pareil. Le seul élément qui diffère, que j'ai relevé, c'est que Poutine cherche à nouer des liens avec la Chine. D'ailleurs, on le constate. La visite de Xi Jinping au mois de mars de cette année. En revanche, Dugin pense, il parle de contradiction stratégique. Je crois que c'est sa formule. Dugin ne croit pas vraiment à des liens durables avec la Chine, entre la Russie et la Chine. Voilà, c'est le seul point de discorde que j'ai relevé entre les deux programmes. Sinon, c'est un monde eurasien supranational, tout est eurasier, si je puis dire, si le verbe peut être inventé. Je vais juste citer alors Xi Jinping, la première phrase justement de votre conclusion. La Chine et la Russie sont l'une pour l'autre le plus grand pays voisin et un partenaire stratégique global de coordination. Nos deux pays sont très importants dans le monde et des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors là, peut-être les critiques qu'on peut vous faire, il y en a plusieurs. C'est tout d'abord, malgré tout, Poutine est visiblement opposé
ce qu'on appelle le LGBTisme. Il a quand même pris les devants face à l'OTAN, notamment concernant la guerre en Ukraine. Oui. Et puis, il a sauvé les chrétiens d'Orient en soutenant Bachar el-Assad. Finalement, on pourrait considérer que Poutine est un allié, malgré tout. Et peut-être une autre critique qu'on pourrait vous faire sur le rouble numérique, on pourrait se dire, bon, bah, finalement, Poutine prend les devants et anticipe peut-être ce qui va se produire en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et il a fait la même chose aussi avec son vaccin Sputnik, qui n'était pas un vaccin ARN messager, mais qui est un vaccin dit standard. Alors, plusieurs remarques. Un petit ajout au sujet des relations entre la Chine et la Russie. Il y a un élément clé qui est à rappeler, c'est la route de la soie. Qu'elle soit terrestre et maritime, ça c'est un élément clé. En fait, créer des liens économiques, financiers, etc. entre ces mondes avec route de la soie terrestre qui traverse l'Asie centrale. Et là, l'Ukraine, il y a un petit problème, donc, entre guillemets, avec la mer Noire pour le passage, puis la route de la soie, je veux dire, version maritime, aussi le long du corps eurasiatique. Bon, alors, j'ai eu l'occasion de citer pour Poutine certains éléments. Poutine, au début des années 2000, était pour une coopération étroite avec l'Occident. Il le disait lui-même, il voulait une coopération entre la Russie et l'OTAN. Mais il ajoutait toujours, attention, une coopération d'égal à égal. En face, le monde anglo-saxon ne le voulait pas. En fait, il voulait une Russie soumise au monde otanien et à l'Union européenne. Mais l'Union européenne est une annexe, voilà, c'est bon. Et on le voit bien actuellement. Et ça, Poutine ne le voulait pas. Et vous avez, je le répète souvent, ce fameux discours de Poutine en février 2007 à Munich, où là, il révèle, il montre sa mauvaise humeur, puisqu'il dénonce le monde unipolaire, et lui, il prône le monde multipolaire avec des blocs continentaux, et il dit qu'est-ce qu'un monde unipolaire? C'est le règne d'un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision, c'est le règne d'un unique souverain, d'un unique maître. Et donc il fustige ce monde unipolaire, promu à l'époque par les Bush, les Obama, puis maintenant Biden. Et lui, il prône en revanche des blocs continentaux, et en particulier l'Union eurasienne qu'il veut supranationale, avec, et c'est dans le bouquin Les Permanences, des zones transfrontalières supranationales en lien avec la Chine, c'est l'annonce qu'il a lancée en 2022, avec un rouble qui sera un rouble eurasien qui jouera un rôle dans cette histoire d'ailleurs. Alors, vous avez eu un ambassadeur, un diplomate américain qui était ambassadeur en Irak et aussi en Corée du Sud, qui s'appelle Christopher Hill, H-I-2-L, qui en 2014, je crois que c'est 2014, a dit Vladimir Poutine trahit le nouvel ordre mondial, une formule de ce style. Et effectivement, à entendre ces propos, on peut se dire, effectivement, Poutine est un ennemi du nouvel ordre mondial, puisqu'en face, ils le disent, et pas n'importe qui. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a deux nouvel ordres mondiaux, si on peut dire, mondiaux au pluriel. Vous avez le monde, nouvel ordre mondial, voulu par les Occidentaux, en fait des Anglo-Américains, unipolaire, et le nouvel ordre mondial, et ça c'est l'expression que Poutine utilise sans cesse, multipolaire, politique, économique et juridique. Il l'a dit entre autres maintes et maintes fois à Valdai, etc. Donc en fait, il s'oppose non pas, il s'oppose sur l'architecture. C'est-à-dire qu'un monde soit unipolaire sous l'égide, pour faire court, de la City de Londres, de Wall Street, mais la City de Londres, ça c'est la maison mère, et un autre bloc qui s'oppose avec l'instauration de blocs continentaux, l'Union européenne, l'Union eurasienne, l'Union africaine, et puis le monde chinois, etc. Donc c'est une opposition d'organisation, d'architecture. Ensuite, il y a l'esprit qui est insufflé dans l'essence de ces blocs continentaux. Et effectivement,
on peut voir, vous avez cité tout ce qui est LGBT et compagnie, que Poutine s'oppose farouchement à tout ce qui est wokisme, LGBT, enfin bref, et qui défend des valeurs traditionnelles. Alors, il faut que je choisisse mes mots, il faut formuler ça d'une manière académique pour ne pas faire sursauter quelqu'un, mais en fait, la morale, les référents religieux philosophiques qui animent Poutine sont ceux du monde Loubavitch. Le monde Loubavitch, c'est une faction du monde juif qui respecte des valeurs classiques, traditionnelles, donc anti-wokisme et anti-LGBT. Et c'est ce que j'ai montré dans mes recherches, dans les informations affichées dans mon livre. Ce monde Loubavitch a été choisi par Poutine dès 1999, lorsqu'il était Premier ministre, face à une autre faction, le Congrès juif russe, qui lui s'opposait à la politique russe, en particulier en Tchétchénie. Et Poutine a noué un lien étroit avec ce milieu, et il a fait un tri parmi les oligarques qui devaient servir la cause russe, et uniquement la cause russe, les intérêts financiers, politiques, etc. Et puis les autres, qui eux, refusant de servir la cause russe, devaient dégager. Et c'était les exemples d'oligarques comme Berezovsky, Khodorkovsky, etc. Bon, donc Poutine a fait un tri, et les Loubavitch jouent un grand rôle. Et en particulier, l'avantage des sanctions occidentales, et j'ai présenté à la fin de mon livre des données très intéressantes. Vous avez une étude qui a présenté la puissance financière des grands oligarques autour de Poutine, qui est absolument colossale. Et donc, la morale que défend, les principes moraux que Poutine présente et défend, qui sont en opposition à ceux de l'Occident, ce sont des principes moraux émanant de ce puissant courant Loubavitch, qui est malgré tout anti-chrétien. Le monde juif, qu'il soit traditionnel, qu'il soit libéral, qu'il soit athée, est opposé au christianisme, parce qu'ils ne reconnaissent pas le Jésus comme fils de Dieu incarné, annoncé par les prophètes. Là, ce que je dis, c'est du factuel. Bon. Et donc, en fait, ce que fait Poutine, c'est certes défendre des valeurs classiques, mais elles ne sont pas chrétiennes à la base. Et cette politique rejaillit dans tous les domaines. Et vous avez par exemple dans une de mes annexes un comportement de Poutine qui est absolument anti-chrétien quand on se dit chrétien et orthodoxe comme lui, où en octobre ou novembre 2022, il a inauguré à Moscou la statue de Fidel Castro. Fidel Castro, dictateur communiste. Et c'est là on dit comment un chrétien comme prétend l'être Poutine peut-il inaugurer la statue, une grande statue d'un ennemi du christianisme communiste qui était Fidel Castro. Vous voyez, il y a une logique. On ne peut pas à la fois être allié et puis en même temps avoir une politique qui va à l'encontre. Et puis en ce qui concerne le monde syrien, alors ça c'est sûr, Bachar al-Assad, il doit sa survie à l'intervention en 2015 de la Russie. Mais en fait, c'est là où on voit qu'il y a des oppositions et c'est toujours délicat de traiter de sujets que des gens peuvent comprendre de travers, c'est que vous avez des bagarres entre ces factions. Vous avez, je vous dis, la faction Loubavitch qui est en bagarre contre le monde occidental. Et vous avez en particulier, j'en ai parlé dans mon avant-dernier livre, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, le fameux article de Times of Israel de 2014 qui avait pour titre « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Donc en fait, des oppositions entre factions pour des raisons d'ordre économique, financière, des intérêts multiples et des intérêts aussi, des oppositions d'ordre spirituel et moral. Le monde autour de Zelensky est un monde, j'allais dire, libéral-libertaire, à la Macron, si je puis dire, alors que les Loubavitch, eux, c'est des valeurs classiques, la famille traditionnelle, donc des oppositions. Et puis, il y a une chose qui joue aussi, c'est que vous avez, pour le monde, syrien, la Syrie, comme de nombreux États de cette région, comme l'Irak, font partie d'une zone géographique qui était considérée, c'est déjà dans l'Ancien Testament, et c'était repris par Théodore Herzl, le fondateur du sionisme,
qu'il fallait favoriser la création d'un grand Israël allant des rives du Nil aux rives de l'Euphrate. Et vous avez dans ces diverses factions des partisans de ceux qui sont pour cette politique, d'autres factions qui s'y opposent, d'autres qui disent oui, mais pas tout de suite. Enfin, vous avez tous les cas de figure. Et cette vision religieuse à conséquences politiques, territoriales, etc., se constate aussi au niveau de l'Ukraine, puisque vous avez eu, et là j'en parle aussi, vous avez eu la conversion progressive au 8e et enfin, surtout au 9e siècle de ce qu'on appelait les Khazars. Les Khazars qui s'étendaient d'une partie de l'Ukraine jusqu'à la mer Caspienne en gros. Et ces Khazars, qui ne sont pas des Sémites, se sont convertis progressivement au judaïsme. Et il y a chez certains représentants, chez certaines factions juives, certains qui considèrent que une partie de l'Ukraine, cette partie orientale, est une seconde Judée. Et j'ai en particulier présenté dans une des annexes de mon livre Les Permanences les propos, j'ai rapporté les propos de Zelensky qui, peu de temps après l'intervention russe en Ukraine, en avril 2022, disait qu'il fallait faire de l'Ukraine, je le cite, un grand Israël. Il n'a pas dit un grand Madagascar. Il n'a pas dit une grande Colombie. Et là aussi, s'il a dit un grand Israël, pourquoi il a cité ce pays, pas une grande Thaïlande? Vous voyez, il y a, et en fait, vous avez au sein de ces factions des rivalités entre ceux que je vous dis qui sont pour, d'autres qui sont contre, d'autres qui voudraient mais pas tout de suite. Et dans le cas, par exemple, des Lubavitch, et ça, je cite les travaux de l'universitaire israélien Gershom Scholem, dans ces courants Lubavitch défendent, donc ils sont autour de Poutine, ils défendent un messianisme eux aussi. Et Gershom Scholem dit qu'en fait, il y a ce qu'il appelle, je donne son expression, la neutralisation du messianisme. C'est-à-dire qu'un messianisme, oui, de la part des Lubavitch, du monde hassidique, etc., mais pas tout de suite. Alors que d'autres sont pour un messianisme immédiat, pour X raisons spirituelles, tout ce que vous voulez, et donc ça se tape dessus. Et je ne fais que reprendre, entre autres, l'annonce de Times of Israel de 2014, les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. Bien, quand on lit ça, et quand j'avais lu ça à l'époque, je m'étais dit, mais pourquoi? Quels sont les éléments de cette opposition? Pourquoi ils ne s'entendent pas? Et j'ai essayé d'apporter ces informations, entre autres celles que je viens de vous énoncer. Peut-être pour conclure, parce que à titre personnel, pendant longtemps, j'avais un peu espoir en Poutine, pas Poutine en tant que sauveur, mais je me disais, bon, il y a quand même certains points très intéressants. Donc évidemment, là, vous les avez déjà développés et apporté la contradiction. Mais quel conseil est-ce que vous donneriez peut-être aux personnes qui nous regardent et qui cherchent peut-être un peu d'espoir ou de réconfort dans l'actualité? Parce qu'au vu de vos analyses, tout semble extrêmement verrouillé. Vous me posez une question difficile. Il y a en effet un côté accablant et voire même consternant. Nous avons affaire à un monde, une forme de dualité, à un monde occidental ô combien déplaisant, ô combien dégradé, etc. Et puis vous avez ce monde russe qui présente une apparence, et ma foi, attirante, il y a un côté séducteur, de respect de valeurs, mais dans les deux cas de figure, ce sont des mondes antichrétiens. Alors, si on n'est pas chrétien, je comprends tout à fait les personnes athées, agnostiques, qui rejettent de la main, ma foi, libre de penser comme elles veulent. Mais c'est très dur d'apporter une note d'espoir. Alors, à titre personnel, ça n'engage que moi, je crois à un changement. Il y aura, parce que ça ne va pas durer. Comprenez, c'est le monde occidental dégradé, on est à la croisée des chemins, soit il s'écroule, donc un jour on en parlera comme on parlait de l'Empire romain, il y a eu un empire puissant, la Rome des Césars, soit il y a un sursaut. Mais le sursaut passera par un rejet de ces valeurs, enfin valeurs entre guillemets mortifères, wokisme et compagnie. Et puis, quand on voit la tension qui monte de plus en plus avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aussi en Afrique avec le Niger, parce que le malheureux chef d'État africain
qui s'est fait avoir par les putschistes, si on veut le sauver, si l'Occident veut le sauver, c'est pas pour lui, évidemment, ça c'est le prétexte. C'est en fait, il y a l'uranium au Niger, puis aussi le fait qu'il y a ce gazoduc qui part du Nigeria, le delta du Nigeria, qui remonte tout le Nigeria, qui traverse le Niger et qui traverse aussi une grande partie, enfin, qui traverse l'Algérie et qui doit irriguer, si je puis dire, en gaz, l'Europe. Alors déjà, on n'a plus le gaz russe directement, avec quand même un bémol, parce que ce gaz russe, on l'a quand même, alors, quel niveau, je ne pourrais pas vous le dire, par l'intermédiaire de l'Inde, qui nous le revend, mais alors bien plus cher, donc en fait, on se fait couillonner. Et ce gaz venant du Nigeria, traversant le Niger et ensuite l'Algérie, eh bien, si les putschistes qui ont en arrière-fond, il ne faut pas se voiler la face, un soutien de la part du monde russe, eh bien, si les putschistes arrivent à imposer leur vue face à la CEDEAO, soutenue en arrière-fond par le monde anglo-saxon et français, eh bien, l'approvisionnement en gaz, terminé. Je rappelle aussi que l'Algérie ne veut pas d'intervention militaire, que l'Algérie est proche du monde russe. Il y a eu récemment la visite du chef d'État algérien en Russie. Donc, si là aussi Poutine arrive à empêcher le Niger, à tomber dans la main des Anglo-Américains, des Français, eh bien, les mois et les années qui vont venir vont être très durs parce qu'il n'y aura pas de gaz, ou bien un gaz vendu très, 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 très cher. Et puis l'uranium, avec Areva, l'uranium, on n'aura pas, ou bien de manière, là aussi, détournée. Enfin bref, là, on est dans un basculement. Et puis, il y a un krach financier. Vous savez, on parlait de la numérisation du rouble, phénomène similaire à différents degrés partout dans le monde. Mais il faut, pour justifier vraiment l'enracinement de cette monnaie numérique, il faut détruire le monde issu de Bretton Woods de 1944, c'est-à-dire la dédollarisation. Quand on parlait de l'Ukraine, parmi tous les événements et tous les éléments expliquant cette guerre en Ukraine, c'est en fait pour maintenir ou non la primauté du dollar. Et là, l'objectif, en fait, c'est de faire sauter le dollar en tant que monnaie de réserve. Comme par hasard, la Russie et la Chine ont amassé des tonnes et des tonnes d'or parce qu'ils veulent avoir des réserves de valeur réelle et non pas des monceaux de billets qui n'ont plus de sens. Vous avez les BRICS, puis vous avez l'Organisation de coopération de Shanghai, et les BRICS qui attirent de plus en plus de pays, les BRICS qui voudraient mettre en place aussi une monnaie, alors sous quelle forme, sous quel nom, peu importe. Donc on est dans un basculement, mais non, en ce qui concerne l'Europe, il faut un sursaut, parce que si on se maintient dans ces valeurs délétères, dans ces caractéristiques délétères, c'est la mort. C'est la mort. Une civilisation ne tient pas comme ça. Donc, je suis assez pessimiste, mais vous savez, nous payons, nous Français, mais les Italiens, les Allemands, les Danois, les Espagnols, etc., Les Suisses. nous payons, oui, les Suisses, évidemment, les peuples européens paient des dizaines d'années, des générations en tout cas, je parle pour nous Français, nos dirigeants politiques, d'abord, sont des gens qui ont été soutenus et promus par des groupes financiers, par des groupes de pression, le personnel de la Ve République, de la Quatrième République, de la Troisième République, mais ce ne sont pas des patriotes. Ce ne sont pas des patriotes. Donc, nous payons des dizaines d'années de relâchement, et puis à un moment donné, la France ne tient plus. La France, mais c'est l'Italie, l'Allemagne, mon Dieu, enfin, c'est l'Allemagne de Beethoven, qu'est-ce que c'est maintenant? Enfin bon, voilà. C'est le châtiment. Vous savez, les peuples ont aussi les gouvernements qu'ils méritent. Les Français ont voté Macron. Bon, si les Français raisonnaient d'une manière plus juste, plus respectant certaines valeurs, normalement Macron n'aurait jamais dû être élu. Macron n'est que... Alors d'abord, Macron a été proposé par Davos. Je rappelle toujours les fameux propos de Klaus Schwab en 2017, je crois que c'est un entretien à Harvard où il parle des Young Global Leaders et il cite parmi les recrues Macron, Justin Trudeau, Vladimir Poutine.
Alors, Vladimir Poutine, qui est aussi citoyen d'honneur de la City de Londres, après il s'est rebellé. Donc, en fait, c'était pour vous dire qu'au début, il y a eu une tentative d'entente et puis ça a foiré. Mais en fait, le monde occidental, il a les hommes et les femmes qu'il mérite comme dirigeants. Et ben, ça se fait un jour ou l'autre. Et Tout à malheureusement, fait, oui. les personnes, et c'est pareil en Suisse, les personnes qui ont vu clair, c'est-à-dire une minorité, eh bien, eux, ils en ramasseront plein la figure parce qu'ils seront entraînés dans l'effondrement du pays. Bon, Tout à fait, oui. Enfin, nous allons voir, mais en effet, je pense que vous avez raison. Il faut soit une renaissance, à mon avis, qui est la rechristianisation des esprits, une recatholisation du monde, qui permettra de sortir de tout cela. Mais nous verrons. oui. Mais Cher il faut Pierre dans ce Hilary, cas-là que Vatican II saute. Hein. oui, oui, Ça s'appelle oui, déjà une contre-révolution. Alors, je sais que mes propos surprennent toujours ou choquent, mais une chose est sûre, la situation actuelle, ça ne peut pas durer éternellement. C'est soit on coule, bon, soit on se relève. Mais pour se relever, il faut d'abord évacuer les principes qui causent notre malheur. oui, oui, Je tout à voudrais fait. que cela se fasse dans la sérénité et la plus grande possible. Mais hélas, je pense que cela ne se fera pas ainsi. Tout à fait. Cher Pierre Hilard, mille merci pour votre temps, pour cette entrevue. Si vous avez aimé la Merci. vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner et à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Bonsoir.